se rassembler pour enfin voir en soi ce qu'on ne voyait pas. Allez dire qu'il faut pour être aimé, prendre le risque d'aimer sans jamais renoncer. Allez dire jusqu'à ne faire plus qu'un flot et le pas que notre monde là. Allez dire Tetiana, c'est Marilou qui accueille ses invités de qualité pour vous sur Radio Saint-Gabriel. Auditrice et auditeur de la Radio Saint-Gabriel, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour l'émission Allez dire avec Tatiana. Voilà, donc ça y est, nous sommes en direct. Donc c'est l'occasion d'annoncer que nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de la Radio Saint-Gabriel, également sous les ondes radiophoniques, donc le 94.4 à Cayenne, le 90.3 de Kourou jusqu'à Sinnamary et le 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous sommes également en direct sur la web radio, en radio Saint-Gabriel, Guyane.net. Et donc ce soir, j'ai le plaisir de recevoir donc le lieutenant-colonel Jérôme Blandin, qui est également le directeur du centre du service national de la jeunesse. Donc vous entendrez parler du CSNJ. Voilà, donc c'est pour parler du centre du service national de la jeunesse. Donc, bonsoir mon lieutenant, ou on dit mon colonel. Mon colonel. C'est toujours notre titre qui prévaut. Voilà. Oui, c'est un petit peu compliqué. Donc bon, ben merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de votre invitation en tout cas. Voilà, donc je remercie Gilles à la technique, également Patrick, merci. Voilà, donc bon, on va commencer sans plus tarder. Je vais laisser mon colonel se présenter. Donc je suis le lieutenant-colonel Jérôme Blandin. Je suis marié. Mon épouse est avec moi ici dans on la voit studio. Pas. Bonsoir Morgane. Elle est cachée. Je suis marié. Je suis père de 3 enfants de premier mariage. Voilà. Et puis j'ai déroulé une carrière militaire depuis l'âge de 19 ans. Je pense qu'on va revenir dessus. Oui. Et voilà, je suis né dans la région bordelaise où j'ai grandi, et puis après je me suis engagé assez tôt. J'ai beaucoup voyagé aux 4 coins de la France, et puis j'ai eu la chance de servir également à l'étranger dans le cadre de certaines missions. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, exactement, tout à fait. D'accord. Donc des parents militaires aussi? Pas du tout. Non. Pas du tout. Ma mère était secrétaire. Elle travaillait à la sécurité sociale à Bordeaux. Et mon père était cheminot. Voilà, il a fini, il a monté entre autres la mutuelle des cheminots de Bordeaux sur la fin de sa carrière. Voilà. D'accord, très bien. Donc une enfance, une adolescence, des frères et sœurs? Alors j'ai une sœur. J'avais une sœur, malheureusement elle nous a quittés. Une sœur, voilà, et c'est tout. D'accord. Et la scolarité? Alors la scolarité, j'ai fait ma scolarité à Bordeaux. Bon, je ne vais pas détailler le nom des établissements, mais si, il faut. Non, pas non. C'est surtout quelle étude. Voilà, donc j'ai fait toute ma scolarité à Bordeaux jusqu'au baccalauréat, voilà, que j'ai passé au lycée Gustave Eiffel, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, je me suis engagé. Voilà, donc là aussi, il y a une première anecdote, parce que l'engagement, pour moi, c'est un mot qui est fort. Et cet engagement, il m'a été inspiré par le père d'un camarade que j'avais en première et terminale. Et le père de ce camarade était général. D'accord. Et quand j'ai vu son charisme, sa façon de travailler, j'ai dit, il faut que je fasse ce métier. D'accord, ok. C'est comme ça que c'est venu. C'est pour ça que je pose toujours la question des parents. Parce que souvent, les militaires sont aussi parfois, pas tout le temps, enfants de militaires. Mais là, c'était pas le cas. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Je ne suis pas enfant militaire. Oui. Voilà. Et donc, j'ai été inspiré par ce général. Voilà, donc quand je me suis engagé, assez rapidement, quand je suis allé au centre de recrutement, j'ai dit, moi je veux être officier. Et bien, écoutez, qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Je suis en train de passer mon bac. Très bien, mais vous reviendrez nous voir quand vous aurez votre bac.
ce que j'ai fait dans la foulée. Et on m'a orienté vers une école de sous-officiers. D'accord, Voilà. ok, très bien. Mais vous passerez officier plus tard. Oui. Voilà, donc ça, c'est un peu mon déroulement de carrière. Un peu le parcours. Voilà. Ok, très bien, d'accord. Moi, je comprends mieux parce qu'effectivement, je me suis dit que vous étiez engagé volontaire, mais sans passer par le service national qui existait encore à l'époque, parce que ça a été supprimé en 96. Tout à fait. Moi, je me suis engagé au titre d'une école de sous-officiers, l'École nationale technique des sous-officiers d'active, à Issoire, voilà, comme technicien, c'est-à-dire qu'on m'a appris le métier de mécanicien auto. Voilà, et donc je suis sorti avec le grade de sergent de cette école. Voilà, et j'ai rejoint assez rapidement, j'ai choisi l'arme blindée cavalerie, les chars, et j'ai rejoint le 5e régiment de chasseurs à Périgueux en 1989. Donc, je me suis engagé en 88 et j'ai rejoint, après une année de scolarité, j'ai rejoint le 5e régiment de chasseurs de Périgueux, voilà, en 1989. J'y ai servi pendant 3-4 ans. Ensuite, je suis parti en Allemagne. On va revenir dessus sous le détail de la carrière. D'accord. Donc là, pour l'instant, on va écouter Louis Armstrong. Voilà, What a Wonderful World. Voilà. C'est ce qu'on se dit quand on a le père d'un copain qui est général et puis on se dit peut-être que c'est un monde merveilleux, ça, donc je vais peut-être faire ça. De toute façon, on vit dans un monde merveilleux. Oui, c'est très bien. Une belle positivité. Et puis, la musique est belle. Oui. On en parlera aussi. C'est vrai, très bien. Merci. Donc, on va écouter ce morceau. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. On va pas écouter. Donc, nous voilà de retour à l'antenne. Donc, je rappelle que nous sommes en direct sur les ondes radiophoniques, également sur la chaîne YouTube de la radio Saint-Gabriel et également sur la web radio. Et ce soir, mon invité, c'est le lieutenant-colonel Jérôme Blandin, qui est également le directeur du centre du service national de la jeunesse. Donc, il nous a parlé donc, de sa naissance, de son enfance à Bordeaux, de sa scolarité, du bac qu'il a passé également à Bordeaux. Et donc, sa rencontre avec l'armée s'est fait très très tôt, à l'âge de, juste après son bac, même avant, voilà, puisque inspiré par un collègue, voilà, un général, le père de collègue, d'un camarade de première, qu'il a incité, donc, qui lui a donné envie de s'engager, parce que l'engagement pour lui, c'est un mot très fort. Et donc, il est rentré ainsi dans l'armée. Donc, on va revenir justement comment il est rentré à l'école nationale de sous-officiers à Issoire.
c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bien. Donc les débuts, donc en 1988, donc entrée dans l'armée de terre. C'est ça. Après l'école de sous-officier en 1989. Alors, je suis rentré en 1988 à l'École nationale technique des sous-officiers d'active à Issoire pour une scolarité d'1 an. Et donc, je suis arrivé en régiment un an plus tard, en 1989, où j'ai commencé à servir au 5e régiment de chasseurs à Périgueux. D'accord. Voilà, donc j'ai été formé à l'époque, comme sous-officier mécanicien. Et en arrivant donc dans ce régiment, j'ai pris mes fonctions dans un atelier. J'étais chef d'équipe et je réparais des camions et des jeeps. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, parce que qu'on soit bien clair, hein, même moi j'ai eu la question, on entend chasseur, souvent tout de suite on pense à des chasseurs en avion, Pas du tout. armée de l'air, mais Ouais. pas du tout justement. Alors c'est Pourquoi ça s'appelle ainsi? c'est les traditions et les traditions de nos régiments. Les chasseurs, c'est les chasseurs à cheval. Là, c'est pour le 5e chasseur, c'était les chasseurs à cheval, voilà, qui étaient dans la cavalerie, qui est un pendant de la cavalerie, qui se veut être une cavalerie de reconnaissance et donc qui va vite et loin. Voilà, c'est pas les chasseurs sont ceux qui partent au devant pour aller explorer. Un peu comme des sentinelles. Exactement. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et il y a des chars également? Ça fait pas, il y a des chars en fait partie? Oui. Alors je suis arrivé dans ce régiment qui était équipé. À l'époque, c'était les nouveaux chars, les AMX 10 RC. Ils venaient d'être équipés. Ils venaient de reverser, pour tout vous dire, les AML 90 qui étaient des chars à roues, des tout petits chars, voilà, qui venaient d'être reversés et on venait d'être équipés en AMX 10 RC, voilà, qui existe encore, hein, qu'on voit si on regarde les médias, qu'on a l'occasion de voir. Pendant les défilés du 14 juillet, on en voit également. On en a vu, ouais, on en a vu. C'est le char, c'est le char qui a été employé principalement lors de la guerre du Golfe en 91. D'accord. Voilà, Okay, c'est un char à 6 roues là, que vous pouvez reconnaître. Voilà, on était équipé de ce matériel. Voilà. Ok, très bien. Et donc les chars, il y a des tailles pour rentrer? Parce que je dis cette question parce que pendant que je préparais l'émission, mon mari me dit, en fait, avec sa taille, comment est-ce qu'il faisait pour rentrer dans les chars? Alors, on s'est demandé si, voilà. Oui, je rentrais dans les chars, mais comme je l'ai dit, j'ai pas travaillé sur les chars. En fin de compte, je travaillais sur les camions et sur les véhicules. Et dans les faits, les chars, j'ai jamais travaillé dessus. D'accord. Ou très peu. Voilà, donc j'avais pas de problème puisque j'ai pas travaillé dessus. Voilà. D'accord, très bien. Merci pour la réponse. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Et donc, c'était à Périgueux, cette école, c'est le 5e régiment? Oui, voilà. C'est ça, à Périgueux, donc dans le Périgord, oui. Une très belle région, où j'ai passé de belles années. Oui. Voilà. C'était un début de carrière très dynamique. Voilà. Donc, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris aussi. À l'époque, on était vraiment bien encadrés et bien accueillis par les anciens qui avaient à cœur de nous mentorer, de nous apprendre le métier. Voilà, donc c'est des bons souvenirs. Et puis aujourd'hui, si j'en suis là, c'est aussi grâce à tous ces camarades qui m'ont encadré, qui m'ont permis de grandir et de m'épanouir dans mon métier. Oui. De beaux souvenirs alors. Oui, bien sûr. Le plus marquant? Le plus marquant, c'est peut-être ma mission en Centrafrique en 91. Donc, je parlais de la guerre du Golfe en 91. Le 5e chasseur était un régiment d'appelés. Donc on a été mis en alerte, étant équipé de 10 RC, on a été mis en alerte pour partir dans le Golfe. Et au dernier moment, il y a eu une décision présidentielle qui a mis le haut là, qui a dit non, on n'envoie pas d'appelés, même s'ils sont volontaires pour servir plus longtemps. Volontaires service long, on ne les envoie pas dans le Golfe, on n'envoie que des engagés. Voilà, donc on a démonté. L'escadron qui devait être projeté dans le Golfe a été projeté en Centrafrique. Voilà, donc c'est ma première mission à l'étranger. J'avais à l'époque 21 ans. Voilà, donc c'est une très belle découverte. Première découverte de l'Afrique, un pays
complètement dépaysant, et puis une population, c'est surprenant. Lorsqu'on quitte la métropole et lorsqu'on découvre l'Afrique, et un pays comme la Centrafrique à cette époque-là, c'est surprenant. C'est pas traumatisant, c'est très surprenant. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est enrichissant. Voilà, on en revient très fort. Très fort. Très fort, ouais. D'accord, très bien. Il y a eu l'Allemagne avant. Après Périgueux, il y a eu l'Allemagne également. Non, l'Allemagne est arrivée après. Après. Donc j'ai été muté en Allemagne en 94. 94, ouais. J'ai été muté en Allemagne, voilà, au premier régiment de cuirassiers. Voilà. Pourquoi cuirassiers? Parce que les cuirassiers, c'est des régiments de Lourdes. Les cuirassiers, c'était un peu comme les cuirasses. Voilà, c'était les cavaliers lourdement protégés. Et donc c'était un régiment qui était doté d'un MX-30. Voilà, MX-30 B2, des chars à chenilles, des gros chars, voilà, qui ont été remplacés par les Leclerc depuis. Voilà, c'était l'équivalent du Leclerc à l'époque. Donc voilà, je suis arrivé dans ce régiment. Je voulais servir en Allemagne, c'est une belle expérience, une très belle expérience humaine. J'y étais en famille avec ma femme et ma fille à l'époque, puisque j'avais que ma fille qui était née. Voilà, une très belle expérience, et une très belle expérience personnelle. Professionnelle, un petit peu plus décevant. Quand je suis arrivé là-bas, une anecdote, j'ai croisé un camarade du 5e chasseur qui m'a dit tu connais la Lourde? Non, d'accord. C'était le résultat ou quoi? Non. Écoute, tu vas découvrir la Lourde. Ici, tout est lourd. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, donc là où on avait l'habitude de partir en manœuvre facilement, au moins 2 à 4 fois par an, que ce soit des manœuvres régimentaires ou des manœuvres divisionnaires quand on était à Périgueux, c'est-à-dire qu'on était souvent à l'extérieur en exercice. Là-bas, il fallait quasiment se battre pour pouvoir partir en manœuvre et faire des exercices à l'extérieur. C'était très compliqué. Voilà, et puis une ambiance particulière. Je me suis pas trop épanoui, et ça m'a poussé à réussir le concours des officiers, puisque je l'ai réussi là-bas en 96, voilà. 96, où je suis rentré à l'école militaire interarmes à Couët-Quidan. Voilà, donc et là j'ai entamé une scolarité de 2 ans à Couët-Quidan, une scolarité d'officier. Voilà. D'accord, très bien. Donc, effectivement, quand on a fait la Centrafrique et après qu'on fait l'Allemagne, on se dit c'est un autre monde. Oui, c'est un autre monde. En Allemagne, ce qui m'a le plus marqué, c'est à l'époque, il y avait encore les garnisons allemandes, américaines. Donc c'était ce volume, cette logistique déployée par les Américains en Allemagne. Il faut le voir, c'est surprenant. D'accord, très bien. Bon, on va écouter ce morceau de téléphone, Un autre monde, Gilles à la technique. Voilà. Merci beaucoup.
Donc, nous voilà de retour à l'antenne pour l'émission Allez dire avec Yana. Donc, je rappelle que nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de la radio Saint-Gabriel, sur le 94.4 à Cayenne, le 90.3 à Kourou jusqu'à Sinamari, le 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni. Ce soir, donc, je reçois le lieutenant-colonel Jérôme Blandin, qui nous parle qui nous a parlé de sa carrière d'élève, sous-officier, puis donc de sa réussite au concours interne d'officier, qui l'a amené à faire sa scolarité de 2 ans à Koweït-Kidan, de son expérience en Allemagne, également en Centrafrique. Donc maintenant, on va parler. D'ailleurs, la question c'était comment est-ce qu'on choisit son arme? Alors, c'est à la fin de la scolarité, d'officier. C'était le même cas lorsque j'ai fait ma scolarité de sous-officier. On choisit d'abord une arme, et ensuite on choisit un régiment. Donc là, à l'issue de Koweït-Kidan, en sortant de Koweït-Kidan, on choisit son arme. Moi j'ai choisi l'arme du matériel. Comme son nom l'indique, le matériel, on assure la maintenance des matériels. Et j'ai choisi l'arme du matériel. Je suis parti à Bourges pour une année de scolarité supplémentaire. On appelle ça la division d'application pour les jeunes lieutenants. Donc on nous apprend le métier de lieutenant et d'officier du matériel. Voilà, et à l'issue de cette année de scolarité à Bourges, j'ai choisi mon affectation, c'est-à-dire le lieu de mon affectation. Et ma première affectation, ça a été le 2e régiment du matériel à Bru, au sud de Rennes. Voilà. Donc on avait déjà beaucoup apprécié la Bretagne lorsque j'étais à Koweït-Kidan. La Bretagne que je connaissais, puisque j'ai un père breton, donc j'ai quand même pas mal de familles en Bretagne. Et donc on avait bien apprécié la Bretagne, et à l'issue de Bourges, quand on a eu le choix, tiens, on va retourner en Bretagne. Donc voilà, on est parti à Bru, et donc j'ai commencé ma carrière là-bas. Je suis arrivé, alors en termes d'anecdotes, je suis arrivé dans une compagnie, pas dans une section, en tant que lieutenant. Le chef de corps m'a reçu, il m'a dit écoute, je devais prendre un poste d'adjoint, qui normalement n'était pas de mon niveau, un poste d'adjoint à un commandant d'unité. Il me dit est-ce que tu veux prendre une section? J'ai dit moi, mon colonel, bien sûr, c'est mon déroulement de carrière, oui, je suis prêt à prendre une section. Très bien, tu prendras telle section. Donc dans les ABAC, une section, c'est à peu près une quarantaine de bonhommes. Oui. Voilà, à peu près, pour rester, pour arrondir un peu. Et je me suis retrouvé en 99 au 2e régiment du matériel avec une section de 100 bonhommes. Ah, d'accord. Dont 90 personnels civils et 10 militaires. Voilà, donc là aussi une belle expérience. Encore une fois, j'ai été aidé et appuyé et soutenu par des sous-officiers d'un très grand talent dans mon début de carrière, et j'ai beaucoup appris. C'est à travers ce premier challenge, les premiers jours que je passais dans mes ateliers, je faisais le tour de mes ateliers, j'allais voir mes hommes, et puis je rentrais au bureau après avoir salué quelques personnes. Je disais, est-ce que je me suis pas trompé de métier? Oui. Et non, en définitive, ça a été une très belle expérience. Donc j'ai servi pendant 1 an dans cette section avec une centaine de personnes, dont 90 personnels civils. Et l'année suivante, j'ai changé de compagnie. La section que je commandais a été restructurée, elle a perdu en volume. J'ai changé de compagnie, et là on m'a confié une section à taille réglementaire d'une quarantaine de personnes. Alors là je me suis retrouvé avec 30 militaires et une dizaine de personnels civils. Voilà, donc c'est un petit peu notre caractéristique dans l'arme du matériel, c'est que très tôt on travaille et on commande des personnels civils. Voilà, les responsabilités du management. Exactement. Alors j'ai eu la chance au 2e régiment du matériel de partir en mission, de retourner en Afrique, et là je suis parti au Sénégal en 2001. En 2001, je suis parti au Sénégal pour 4 mois. Et là aussi une très belle expérience. Alors
pas du tout la même expérience que la Centrafrique. Rien à voir. Mais une très belle expérience, une belle découverte, un beau pays, et puis des gens attachants. Voilà. Comme en Centrafrique, d'une manière générale, les relations humaines, les gens sont attachants. Voilà, donc de très belles rencontres. Et puis une belle expérience personnelle, professionnelle avec la petite équipe que j'avais. J'étais responsable de l'équipe du RECAMP. Le RECAMP, c'est le rétablissement de la capacité au maintien de la paix des armées africaines. Donc la France entretenait un parc de matériel en mesure d'être utilisé au coup de sifflet bref par les armées africaines pour une mission particulière. Voilà, donc on œuvrait dans ce cadre-là. J'ai été projeté avec quelques sous-officiers et militaires du rang du 2e régiment du matériel. Voilà, une très belle expérience. Ouais. D'accord, très bien. Ben, merci pour ce partage alors. Donc ensuite, donc au retour en France. Voilà, retour en France. Donc là, j'ai donc retour au 2e régiment du matériel où j'ai servi donc dans cette nouvelle compagnie pendant 2 ans. Et puis est arrivé le moment où je passais capitaine, où j'allais passer capitaine, et le moment de prendre une compagnie. Donc je devais prendre une compagnie à Bru, au 2e régiment du matériel. Donc j'étais ravi. J'allais rester un petit peu plus longtemps en Bretagne. J'étais ravi. Et du jour au lendemain, on m'a appris que je partais à Lyon. Voilà, pour commander une compagnie qui allait se créer. Voilà, donc après une première déception, c'est la mission qui prime, on part, on va remplir notre mission, et puis là encore une très belle expérience parce que des relations, de très bonnes relations avec mon chef de corps, qui m'a tout de suite fait confiance, et dans la montée en puissance de cette compagnie et dans la création de cette compagnie. Donc voilà, donc de belles relations humaines, encore une fois, des gens avec qui beaucoup de personnes avec qui je suis encore en contact, beaucoup de jeunes que j'ai intégrés, que j'ai vu arriver, dont certains que j'ai vu arriver première classe, qui sont aujourd'hui sous-officiers supérieurs ou officiers, j'ai même des officiers. Voilà, donc c'est beaucoup de satisfaction personnelle, parce que comme je le disais en début d'interview, on a tous quelque part quelqu'un qui nous guide, qui nous donne l'envie d'eux. Et c'est un plaisir d'avoir pu donner cette envie de progresser à beaucoup de mes subordonnés. Voilà, donc c'est une belle satisfaction personnelle. Oui, ouais, tout à fait, très bien. Donc cette fois dans l'électronique, c'est ça ? C'est ça. Donc alors j'étais déjà au 2e régiment du matériel, là, dans mon affectation en compagnie de maintenance électronique armement. Voilà, donc étant officier, je ne faisais plus de mécanique. Hein, j'étais là pour commander et puis pour m'assurer que la mission et que la maintenance se déroulait bien. Voilà, donc j'ai changé de domaine, l'électronique armement, avec des sous-officiers d'autres techniques. Des gens charmants, différents, c'est un autre état d'esprit. C'est un autre monde aussi. C'est aussi un autre monde, mais de bons souvenirs. Voilà, donc oui, création de cette compagnie au 7e RMAT, 7e régiment du matériel, qui est un régiment qui a la spécificité de montagne aussi. D'accord. Voilà, donc une double satisfaction. La satisfaction de créer sa compagnie avec des gens que l'on a pu faire progresser, éclore, et puis faire progresser aussi cette jeune compagnie dans cette spécificité montagne. C'est-à-dire qu'on avait des objectifs à atteindre en termes de spécificité, on les a atteints. Voilà, donc beaucoup de points positifs. Beaucoup de satisfaction. Ouais. D'accord, très bien. Donc après, retour à l'étranger, en Afghanistan, en 2008. Alors ça, c'est un petit peu plus tard. Oui, 2008. Donc à la sortie de mon temps de commandement, j'ai été affecté en état-major à Lille. Là aussi, une petite déconvenue en termes d'affectation. Ma famille étant restée en Bretagne, j'avais demandé à me rapprocher. Bon, on m'a proposé Lille. J'ai dit, est-ce que j'ai le choix ?
Bienvenue chez les ch'tis. Voilà. Bon, je n'ai pas regretté. Encore une fois, au niveau professionnel, ça a été une très belle affectation. Très enrichissante, là encore, avec des cadres qui m'ont aidé et qui m'ont permis de grandir encore. Voilà, des chefs extraordinaires. Des messieurs, comme on dit. Des chefs extraordinaires. Et c'est à cette occasion que je suis parti en Afghanistan. Donc en 2008, avec mon chef de bureau, qui venait d'être projeté, lui, en Afghanistan, comme chef d'état-major du général représentant la France. Voilà. Et au bout de quelques mois, la charge de travail était trop forte, il n'avait pas d'assistant militaire. Et il a appelé l'état-major, il a dit « Je veux Blandin ». Ouais. C'est là qu'on se dit « C'est quand même mieux que je ne sois pas parti, que je sois parti à Lille. » C'est, voilà, donc là, c'est encore une fois une très belle satisfaction. Et mais puis, dans un contexte pas facile. Et dans un contexte très compliqué. Très compliqué. La surréaction des talibans à cette époque. Ouais, et 6 mois, une mission de 6 mois, en continu, voilà, avec un chef extraordinaire. Et puis un territoire hostile, difficile. J'ai eu la chance de faire quasiment tous les sites français, où les Français étaient présents en Afghanistan, à travers mes fonctions. Et j'ai pu croiser, à l'occasion de ce qu'on appelait des shouras, les rencontres avec pas les talibans, les peuples autochtones présents sur place. On avait des shouras, c'était les conseils de village, où on rencontrait les chefs de tribu pour leur expliquer un petit peu ce qu'on faisait, comment on le faisait, ce qu'ils pouvaient attendre de nous, ce que nous on attendait d'eux. Voilà, c'était un dialogue. C'est un peu la façon le savoir-faire de l'armée française. C'est toujours, lorsqu'on arrive dans ces pays, instaurer un dialogue. Instaurer un dialogue pour travailler dans les meilleures conditions. Et voilà, donc j'ai pu assister à des shouras, et c'est quand même un peuple très fier. Et là aussi, c'est riche d'enseignements. On peut pas se rendre compte tant qu'on ne rencontre pas ces gens. Alors, aujourd'hui, on parle de l'Afghanistan. Ce pays est dans une situation qui est dramatique, mais c'est une autre façon de vivre. Voilà, on a nos réflexes d'Européens, d'Occidentaux. Eux, ils ont d'autres réflexes. Ils ont une autre façon de vivre. Voilà, ça ne pardonne pas tout, ça n'explique pas tout. La situation des femmes est alarmante et dramatique là-bas. Mais voilà, donc il faut le vivre, voilà, c'est une très belle expérience. Voilà. D'accord, très bien, merci, on a l'impression d'y être. Voilà, on va prendre la bombe humaine. Alors, écoutez, je ne sais pas si c'est ce choix, les voyages à l'étranger, au Taliban. Non, c'est cet équilibre mondial qui tient un peu de choses, et qui tient à la volonté humaine. Oui, tout à fait, très bien. Bah, écoutez, la bombe humaine de téléphone. Enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont le fil, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Mon père ne dort plus sans ses calmants. On ne travaille plus sans ses excitants. Quelqu'un leur rend de quoi
suis chargé d'électricité. Si par malheur au cœur de l'accélérateur, je rencontre une particule qui met de s'allumeur. Faudrait pas que je me laisse aller. 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 C'est l'arme de l'épreuve, enfanter du monde, elle en sera la fin. La bombe humaine, c'est toi, t'appartient. Si tu laisses à quelqu'un prendre ton destin, c'est la bombe humaine. Voilà, nous voilà de retour à l'antenne. Donc, je rappelle que mon invité, c'est le lieutenant-colonel Jérôme Blantin, qui nous a parlé, qui nous parle de sa carrière militaire. Et donc, le plaisir qu'il a, en fait, également, qu'il a eu surtout quand il a pris le commandement de ce régiment à Lyon. Donc, le plaisir qu'il a eu de former, en fait, des subalternes, si on peut dire, et donc de transmettre en fait son savoir, donc de voir les progrès, de les voir passer, évoluer. Et c'est aussi pour ça que tu es devenu formateur, ou est-ce que c'est un passage obligé au bout d'un moment? Alors, c'était une volonté. C'était une volonté effectivement depuis la fin de mon temps de commandement unité, d'aller à Kouet-Quidan pour être effectivement formateur. Là, à l'issue de mon affectation à Lille au commandement des forces terrestres, j'ai redemandé à servir à Kouet-Quidan et donc j'ai été affecté là-bas. Alors j'étais d'abord dans un rôle d'officier adjoint au commandant des formations d'élèves et j'avais en particulier la charge de l'organisation du triomphe des écoles de Saint-Cyr-Kouet-Quidan. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Alors le triomphe, c'est la fête de fin d'année des écoles de Saint-Cyr-Kouet-Quidan. D'accord. C'est assez médiatisé, ça regroupe beaucoup de monde. Voilà, ça se déroule au mois de juillet tous les ans. Et voilà, c'est la fête des écoles. Alors je faisais pas que ça, hein, je travaillais aussi avec des formations d'élèves sur des activités, on va dire intermédiaires, qui étaient montées par les élèves et sur lesquelles on apportait notre soutien. Voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite j'ai été affecté en formation d'élèves comme officier adjoint, voilà, dans un bataillon de Saint-Cyr. Voilà, donc j'ai eu la chance d'encadrer des jeunes Saint-Cyriens pendant 3 ans. Voilà, là aussi encore une fois une belle expérience. Ma carrière professionnelle aura été jalonnée de belles expériences. Voilà. Donc on voit arriver ces jeunes. Et puis quand on les voit arriver, tout frais moulu, et puis 3 ans... C'est des jeunes bacheliers, hein? Ah, c'est des jeunes Bac+2. Oui, ils ont fait, donc ils ont réussi le concours de Saint-Cyr après 2 années de prépa. Oui, de prépa. Voilà. Et donc on voit arriver ces jeunes, et quand on les voit sortir 3 ans plus tard, quand on regarde ce qu'ils étaient en rentrant et comment on les a formés en sortant, c'est vraiment c'est une fierté. Ouais, une fierté. Ouais. Alors c'est un travail d'équipe. Hein. Moi personnellement, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Voilà, très humblement. De nombreux cadres, l'encadrement du bataillon a œuvré d'arrache-pied pour former ces jeunes. Voilà, un encadrement de très bon niveau aussi. Et non, très très bien. Voilà, des jeunes que j'ai eu l'occasion depuis de recroiser dans leur fonction d'officier. Voilà, donc là aussi une belle expérience. Et puis, oui, les suivre un petit peu, voir un petit peu ce qu'ils deviennent. Voilà. Ils donnent des nouvelles. Oui, et puis toujours, même si on se voit pas souvent et puis qu'on n'échange pas forcément, dès qu'on se revoit, tout se reconnecte. Les souvenirs reviennent. Les souvenirs reviennent, et puis voilà,
on s'apprécie, on apprécie les moments passés, et on apprécie de se revoir et d'échanger, de voir comment ils ont évolué, et puis moi, humblement, comment j'ai évolué aussi. Oui. Voilà. D'accord, très bien. Donc 5 ans après Koweït Kidan, retour dans le commandement. C'est ça. Donc à l'issue de Koweït Kidan, les années passant, mes anciens chefs de corps étaient devenus généraux, avaient quelques fonctions qui m'ont permis d'avoir quelques entrées. Et donc, en sortant de Koweït Kidan, je voulais servir Outre-mer. Donc, j'ai vu l'un de mes anciens chefs de corps, j'ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien servir Outre-mer. Dans un premier temps, il me dit d'accord. Et puis, une année ou deux passe à Koweït Kidan, et puis Rabia me dit, bon, écoute Blandin, on va changer notre fusil d'épaule, il faut d'abord que tu reserves dans une unité du matériel avant de servir comme autorité de maintenance, c'est-à-dire expert maintenance, Outre-mer. Bah, écoutez, reçu mon général. Donc arrive la période des mutations, et là, par rapport à ça, je m'adresse à l'un de mes anciens chefs de corps, et je lui dis, bah, écoutez, mon général, moi je suis disponible pour prendre un commandement de mon niveau, donc si vous avez quelque chose à me proposer. Et dans la foulée, il m'a répondu, écoute, si tu veux un temps de commandement, il y a le détachement de Wappi à côté de Metz qui est disponible. Donne-moi une réponse assez rapidement. Voilà. Donc je lui ai répondu très rapidement, je lui ai dit, mon général, c'est parti, j'y vais. Voilà, donc j'ai entre-temps, ma vie personnelle a évolué aussi, puisque à mon retour en Bretagne, les longues années de célibat géographique ont fait que mon couple s'est brisé. Voilà, et j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse actuelle à cette époque aussi. Donc, lorsque je suis parti à Metz, je l'ai déracinée de la Bretagne. Ah oui. Elle était bretonne, pure souche, et je l'ai déracinée de la Bretagne. Voilà, donc, en fait, à force de ne pas avoir toutes ces affectations à chaque fois en Bretagne, on a carrément pris la Bretagne dans son cœur. Oui, c'est ça. On avait tout le temps la Bretagne avec soi. Voilà, je l'avais dans mon cœur à travers cet aspect familial aussi. Et voilà, donc on est parti à Metz. Alors encore une fois, une aventure humaine et une expérience extraordinaire. Des gens rugueux de prime abord. Des gens difficiles à appréhender, mais une fois qu'on a créé ce lien, il est indéfectible. Alors, j'ai rencontré à Metz des gens extraordinaires, encore une fois, des gens extraordinaires avec qui nous sommes encore en contact. Encore une fois, une super expérience. Des liens superficiels. Non, c'est pas des liens superficiels, des vrais liens. Beaucoup de satisfaction. Là encore, je parlais tout à l'heure de mon temps de commandement à la tête de ma compagnie, où j'ai vu des jeunes éclore et évoluer. Là, beaucoup de satisfaction par rapport, certes, à des jeunes militaires, mais là aussi, j'avais des personnels civils sous mes ordres. Et beaucoup de satisfaction aussi par rapport à mes personnels civils que j'ai aidés à progresser. Voilà, donc, non, encore une fois, une très belle expérience. Et puis, alors dans le niveau des temps de commandement, c'était un temps de commandement, c'était pas un régiment, c'était un détachement. De toute façon, n'ayant pas réussi l'école de guerre, je n'aurais pas commandé de régiment. Mais j'avais tous les avantages. Alors, j'avais des inconvénients quand même, mais sans trop d'inconvénients. Voilà, donc une très belle expérience. Voilà, très belle expérience encore une fois, avec des gens attachants. Attachants. D'accord. Voilà. Donc une fois que ce commandement a été pris, tu remplissais les conditions pour rejoindre l'Outre-mer. Exactement. Donc là, j'ai recroisé l'un de mes anciens chefs de corps qui me dit, écoute, ça y est, maintenant, en avant. Donc, ça sera, tu as le choix, c'est la Guyane ou Djibouti. D'accord. Voilà, donc j'ai choisi la Guyane que j'avais découvert avec la promotion de Saint-Cyr, puisque j'y étais venu lorsqu'ils ont fait le centre
d'entraînement en forêt équatoriale, de ce feu. Voilà, j'avais découvert la Guyane et j'ai dit, allez, on part en Guyane. Et donc, encore une fois, j'ai déraciné ma chérie. Et nous voilà arrivés en Guyane. Donc c'était un choix, la Guyane. C'était un choix. C'était un choix. Voilà, c'était un choix. En 2019. En 2019. Voilà, on est arrivé en Guyane. Donc, sur des fonctions d'autorité de maintenance, donc toujours dans le domaine de la maintenance. Voilà, pour un poste que j'ai occupé pendant 3 ans, jusqu'en 2022. Et en 2022, un concours de circonstances a fait qu'on m'a proposé un nouveau poste en Guyane, celui de directeur du centre du service national et de la jeunesse, voilà, que j'ai accepté bien volontiers pour rester dans ce beau département quelques années de plus. Voilà. D'accord, très bien. Bon, on va en parler après alors de ce travail avec la jeunesse. Voilà. On va écouter Papa Outé. Voilà. C'est peut-être un peu approprié justement par rapport à tous ces jeunes qui sont peut-être parfois en déshérence ou perdus un peu, qu'on apporte un cadre, on apporte... Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail vis-à-vis de la jeunesse guyanaise. Mais c'est une jeunesse attachante. C'est un mot que j'utilise beaucoup, attachant. Mais c'est une jeunesse qui est attachante, qui mérite qu'on s'en occupe. Qu'on s'investisse. Ouais, qu'on s'investisse pour eux. On va écouter Stromae, Papa Outé. Travailler c'est bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Quoi? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Voilà, donc le temps se déroule très vite, puisque le lieutenant-colonel Jérôme Blandin, que j'ai eu l'honneur de recevoir ce soir, nous embarque tellement dans ses expériences militaires qu'on ne voit pas passer le temps. Mais outre qu'il soit lieutenant-colonel, il est également, depuis donc 2022, le directeur du Centre national du Service national de la jeunesse. Voilà, donc il va nous expliquer en quoi ça consiste justement ce Service national de la jeunesse. Et pourquoi ça a été créé? Quelles sont les missions? Voilà, donc les centres du service national ont été créés à la suppression du service national pour justement organiser. À l'époque, c'était les journées d'appel, les JAPD, les appels à préparation à la défense, qui duraient une journée. Voilà, donc ont été mis en place ces structures à partir de là, organisées par ces centres du service national.
Le mot jeunesse est arrivé récemment, en 2017, je crois, 17 ou 18. Ce J de jeunesse, pourquoi ? Parce que on s'est aperçu au niveau parisien et puis au niveau des instances politiques qu'il fallait qu'on s'occupe de la jeunesse. Voilà, qu'on leur fasse découvrir nos armées, voilà, qu'on leur permette d'accéder à nos unités militaires, leur faire découvrir les métiers, leur faire découvrir un petit peu ce qu'on faisait. Voilà, donc cet aspect jeunesse est apparu à ce moment-là. C'est un aspect que j'ai eu l'occasion de découvrir quand j'étais à Metz. Et quand j'étais à Metz, je travaillais avec des établissements scolaires. J'avais 2 classes de défense qui étaient rattachées à mon détachement. Et il y en avait une qui existait historiquement, et j'en avais créé une deuxième. Donc j'avais déjà un petit peu d'éléments, de biscuits par rapport à ça. Et lorsqu'on m'a proposé le poste, j'ai dit oui. Ça m'intéresse, bien sûr. Ça m'intéresse. Voilà, donc notre métier en Guyane, c'est donc d'organiser le service national dans sa forme actuelle, les journées défense-citoyenneté, principalement, et puis appuyer les unités des forces armées en Guyane dans toutes les actions jeunesse qu'elles peuvent mener. Voilà, donc on est les spécialistes, on est porteurs un petit peu de tous ces dispositifs pour aider les unités. Comme les classes de défense. Comme les classes de défense. Alors on a à peu près, là cette année, on a référencé 18 classes de défense au niveau des forces armées en Guyane. Concrètement, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, en quoi ça consiste, ces classes de défense? Alors une classe de défense, c'est une classe au sein principalement d'un collège ou d'un lycée qui fait des échanges avec une unité militaire. Pour être très, très simple, ça s'articule autour de 2 à 4 rendez-vous. C'est des échanges. Les jeunes viennent au sein de l'unité militaire découvrir l'unité, échanger avec les personnels présents, et puis les militaires, eux, viennent dans l'établissement pour découvrir les jeunes, voir un petit peu les projets qu'ils ont menés. Voilà, c'est un travail collaboratif, un travail d'échange, voilà, qui se développe. Au niveau des FAG, on a mis en place un dispositif, un challenge des classes de défense. Voilà, donc toutes ces classes qui sont rattachées aux unités militaires se rencontrent dans le cadre de challenges sportifs et un petit peu intellectuels. Voilà, on a organisé ça au niveau des FAG. Ça amène encore un peu plus de liant à tout ça. Les jeunes se prêtent beaucoup au jeu. Ils aiment beaucoup. Ouais. Ils apprécient beaucoup ce challenge. Est-ce que ça fait naître des vocations justement pour l'armée? Ça donne envie oui, bien sûr. Comme toi, de t'engager justement. Bien sûr, ça crée des vocations. On est sur une population en Guyane de jeunes qui sont assez timides. Voilà, un peu introvertis, un peu timides. Et donc, lorsqu'on leur donne cette occasion de communiquer vers l'extérieur, vers un monde qu'ils ne connaissent pas, vers qui leur paraît un peu inaccessible. C'est tout de suite. Alors, il faut le temps de briser la glace, mais voilà, c'est des échanges à non plus finir. Voilà, non, c'est très, très intéressant. Ça apporte beaucoup. Ça crée des vocations. Alors, on est sur un territoire où on a beaucoup de jeunes d'origine ou étrangers. Donc là aussi, beaucoup de jeunes qui sont un petit peu déçus parce qu'ils voudraient s'engager. Mais lorsqu'on leur dit, écoute, étant étranger, tu n'as qu'un seul choix, c'est la Légion étrangère. Voilà, qui est un choix assez élitiste. Voilà. Certains y vont, certains font la démarche. Mais voilà, pour les jeunes français, on crée des vocations. Alors, j'ai pas les chiffres en termes de recrutement en Guyane, mais on crée des vocations. Nous, au niveau du centre, là, ça fait depuis que j'y suis, on accueille des jeunes volontaires service civique pour les accompagner dans leur début de vie professionnelle, pour les aider à s'aiguiller. Et en 2022, lorsque je suis arrivé, on avait deux jeunes qu'on a réussi à aiguiller sur des carrières militaires. Il y en a un qui s'est engagé au RSMA. D'accord. Et un deuxième là, qui après quelques hésitations, s'est engagé comme
comme auxiliaire sanitaire. Ok, Voilà. très bien. Donc on crée des vocations, avec ces jeunes qui viennent nous renforcer, on crée des liens vis-à-vis des classes, des établissements qu'on va rencontrer. On crée des vocations. L'an dernier, on a depuis 2022, on a mis en place un dispositif sportif là, pour faire découvrir le handisport, qui a connu un bon succès vis-à-vis des jeunes, qu'on a reconduit l'année dernière avec le point d'orgue des JO et des Jeux paralympiques. Donc une belle satisfaction, même si on n'a pas pu rayonner auprès de beaucoup de jeunes, mais on a quand même touché 4 à 5 classes. 4 à 5 établissements, pardon, plus de classes que ça. 4 à 5 établissements, dont l'Université de Guyane, le lycée Balata, et puis 2-3 collèges. D'accord. Voilà, donc là aussi, de bons échanges, alors, tant avec nos collaborateurs, puisqu'on a travaillé avec l'association sportive de Macouria, dans le cadre du club de handi basket, mais on a travaillé également avec l'APAGE, l'association pour les personnels en situation de handicap, et la MDPH. Voilà. Voilà, donc on a travaillé avec tous ces gens-là, avec la CTG également, pour monter ces projets qui ont été conduits pendant 2 ans. Voilà. Cette année, on s'oriente sur un autre projet, qui est la découverte au profit là, des classes de seconde. On va leur faire découvrir le rugby à toucher, voilà, qui est l'une des formules du rugby, sans la contrainte des impacts ou du contact physique. Ça se joue un peu comme le foot, c'est ça? Non, ça se joue comme le rugby, mais sans le contact. C'est-à-dire, dès qu'on a touché l'adversaire, ça s'arrête. D'accord, ok. Voilà. Donc, dès qu'on a touché l'adversaire, ça s'arrête. Et donc, on a 2 volontaires service civique qui travaillent avec nous, 2 jeunes filles, qui travaillent avec nous cette année, et on va monter ça sur l'île de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, voilà, au profit des classes de seconde qui voudront bien nous rejoindre dans le cadre de ce projet. D'accord, voilà. Très bien. Super, c'est très très intéressant. Voilà, on fait signe qu'il reste 4 minutes. D'accord, très bien. Bon. Donc de quoi allons-nous parler en 4 minutes? Voilà. Eh bien, en 4 minutes, donc on peut effectivement parler de mes choix musicaux ou du département. Je suis en train de lire les notes. Les choix musicaux qui ont été très difficiles. Alors, les choix musicaux, je fais de la musique. Donc j'aime beaucoup la musique aussi. Je suis trompettiste amateur. D'accord. Voilà, je fais un peu de musique, portée par ma charmante épouse qui elle aussi est musicienne. Et on aime beaucoup la musique. Donc voilà, c'est des choix musicaux qui ont du sens. Voilà, c'est des belles musiques, c'est des beaux textes. C'est des textes qui ont du sens, qui ont pour certains qui reflètent mon adolescence, à travers le groupe Téléphone, d'autres à travers des découvertes musicales extraordinaires comme Elvis Presley ou Louis Armstrong, et puis d'autres découvertes plus tardives mais extraordinaires comme Stromae, avec des textes qui méritent d'être écoutés et étudiés tellement ils sont forts. Ils sont forts. Voilà. Une autre passion, la moto également? Oui, on est motards tous les deux. On est motards tous les deux. On parcourt le département. On profite de ce beau département à moto. Voilà, donc on a fait le tour. On est même allé au Suriname en moto. Ah oui. Voilà, donc c'est une belle expérience avec le climat qu'on a ici. On peut effectivement en profiter tranquillement. Voilà, on se fait plaisir. Voilà. Bon, mais tant mieux. C'est bientôt la dernière séance pour la Guyane ou pas encore? Pas de perspective Ah ben moi, ça va être bientôt la dernière séance, puisque effectivement, je quitterai le département à l'été 2025. Voilà, et je devrais rentrer en Bretagne, là, pour ma fin de carrière, puisque la boucle sera presque bouclée. La boucle sera presque bouclée. Voilà, donc je vais rentrer en Bretagne, puisque ça sera ma dernière affectation, et que là, dans le cadre d'une dernière affectation, on a le choix. Voilà, d'accord, donc c'est là, ça.
qu'on a bien compris pendant toute l'interview qu'en général, on n'a pas le choix de ces affectations quand on est militaire. On a rarement le choix. Voilà, c'est souvent lié à des contraintes et à des besoins opérationnels. Voilà. Donc, mais je ne regrette rien et j'aurais fait une belle carrière, même si elle n'est pas encore terminée, avec de très belles rencontres. Voilà, que ce soit même ici, même ici en Guyane. Alors dans mes nouvelles fonctions, je suis un petit peu plus tourné vers l'extérieur. J'ai encore une anecdote dans le cadre de ces rencontres tournées vers l'extérieur. On a travaillé l'an dernier avec le village de Cacao, avec la classe de 3e du village de Cacao, sur l'histoire des Hmongs. Ah oui. Voilà. Et pour ceux qui auront l'occasion de se rendre à Cacao, à côté du monument en hommage des Hmongs, en hommage aux Hmongs ayant combattu auprès de l'armée française en Indochine, vous avez un carbet qui a été construit par les FAG, donc construit avec l'aide du 9e RIMA et le monument restauré avec l'aide du 3e REI, et les panneaux qui retracent l'histoire des Hmongs de l'Indochine à Cacao ont été réalisés par le CSNJ avec l'appui de la classe du collège Saint-Paul de Cacao. Voilà. Et puis, pour être complet sur tout ça, avec l'appui également des jeunes de la classe d'artisanat métier de l'art du lycée de Balata. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, on travaille avec les jeunes. Ça porte pas mal de fruits. C'est un mot d'ordre. C'est notre mot d'ordre, travailler avec les jeunes, leur faire découvrir les forces armées. Et voilà. Donc, très bien. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup de ce parcours, de ce voyage dans ce milieu militaire, dans ce milieu du service national pour la jeunesse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, malgré Merci de votre invitation. En grande forme. Voilà. Très bien. Bon, on va écouter la dernière séance alors. Voilà. Puis bon, très bonne soirée aux auditeurs et auditrices de la radio Saint-Gabriel et merci au lieutenant-colonel Blandin. Merci, bonne soirée. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur la chaîne YouTube de la radio Saint-Gabriel. Voilà, bonne soirée. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur l'homme au fer me fait sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché.